Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Très chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans nos studios parisiens un auteur persuadé depuis toujours que la quête de l'accomplissement de soi est la seule chose qui puisse donner du sens à sa vie. Les événements tragiques et l'adversité ont forgé son esprit de guerrier positif, prêt à tout risquer comme s'il allait mourir demain. Après L'homme à la tête de chat, son premier roman, il vient nous présenter son dernier ouvrage, Le pouvoir de l'intime conviction, la théorie du projecteur, qui est fascinant. Bienvenue Daniel Tal. Et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour parler donc de ton dernier livre. Je vais le montrer à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo. Magnifique livre qui se lit très facilement. Moi, j'ai adoré, avec des pépites. On va en parler justement tout au long de l'émission. Mais on va commencer par notre question rituelle. Daniel, quel a été ton plus beau réveil ? Tu parles pas du matin, tu parles du réveil de la vie. Oui. Plutôt, oui, l'émission est là-dessus, mais tu as plusieurs façons, dimensions. Je répondrai d'une manière un petit peu, peut-être pas de la façon dont tu l'attends. Je n'attends rien. Le réveil, le plus haut réveil de ma vie n'a pas été un réveil un beau matin ou un instant T. C'est un réveil qui a eu lieu pendant des années et sur lequel on peut se retourner a posteriori et on regarde le chemin de sa vie en arrière et on dit effectivement je me suis réveillé, je me suis éveillé et ça c'est le plus bel éveil qu'on puisse avoir. Et je dirais, pour être généraliste, que c'est la découverte de soi. Exactement. Voilà. Mais toi, tu vois, là tu l'ouvres sur de la généralité, effectivement c'est intéressant, mais le tien, à quel moment il y a eu tu vois, cette question, elle renvoie effectivement après à un cheminement, et on va en parler aujourd'hui, mais qu'est-ce qui, toi, a fait que c'était à ce moment-là ? Il n'y a pas de... Je suis désolé de te contrarier une fois de plus, mais il n'y a pas de moment précis, puisque moi, je considère que je suis un éternel apprenti, et qu'il y a eu des phases de ma vie où j'ai beaucoup progressé, et pour cause, ça a été le but de ma vie, toujours avancer, découvrir des choses, progresser. Et la découverte progressive de qui j'étais vraiment, et quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je croyais, a été le plus bel éveil de ma vie. Parfait. Et il continue puisque... ça n'est jamais fini, voilà. Effectivement. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on commence l'émission comme ça. C'est quand même le concept de l'émission, de voir à quel moment on va s'éveiller, se réveiller. Il y en a, c'est grâce à un événement en particulier. Donc, c'est souvent la réponse qu'on me fait, mais je n'attends pas de réponse, dans le sens où forcément, chacun a son chemin et nous cheminons toute notre vie. C'est ça qui est intéressant. Et justement, je vais faire le lien avec ton livre, parce qu'on sent justement cet éveil et ce réveil dans ton livre. On le sent... c'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs, on le sent quand même de façon très profonde, c'est ça qui est très beau. Et en fait, tu dis au début du livre que le thème de cet ouvrage, le pouvoir de l'intime conviction, la théorie du projecteur, c'est vraiment de passer du rêve à la réalité, de choisir son camp. C'est une décision en fait. Et puis tu parles de même à un moment donné apprendre à, je cite, à ignorer les personnes qui vous montrent du doigt et les laisser derrière vous, parce qu'en fait il y a quelque chose sûrement de plus grand que nous qui nous appelle. Donc moi j'aimerais commencer par les secrets du guerrier. Tu dis au début du livre, j'ai bien aimé, tu disais qu'il y avait des femmes et des hommes au destin extraordinaire, ils ont souvent la même histoire en fait, c'est ça qui est intéressant, et qu'en fait ils ont construit leur réussite par la pensée. Tu commences le livre comme ça, et moi je trouve que c'est fascinant, parce qu'effectivement on crée comme ça, non ? Absolument, en fait. Donc le livre est en fait la thèse que je défends depuis une trentaine d'années, puisque on va dire qu'une partie de l'éveil a commencé quand j'avais 16-17 ans. Okay. Et je me pose déjà beaucoup de questions sur l'existence, qui je suis, qu'est-ce que c'est que tout ce
théâtre autour de moi, ce spectacle que l'on voit, quel rôle ai-je à y jouer, etc. Et un jour, donc, j'étais avec ma tante qui est bouddhiste, et une pensée tournait en rond dans ma tête depuis longtemps, et je lui dis ceci, je lui dis, écoute, voilà, quelque chose m'obsède, et je me dis tout le temps, si j'étais pas là, si je n'existais pas pour voir le monde n'existerait pas. Donc si je n'existais pas, il n'existerait pas. Et elle me dit, effectivement, tu as raison, ça revient à dire qu'il n'y a pas de monde sans observateur. Exactement. Donc ça, c'est l'axiome. Ah mais j'ai adoré, effectivement. Base. On part là-dessus tout de suite, c'est ce que j'allais te parler juste après. Effectivement, on parle, il n'y a pas de monde sans observateur, c'est vrai. Ça, c'est l'essence de la pensée cartésienne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent cartésien, etc., mais ils n'ont jamais lu Descartes, ils ne savent pas que Descartes n'était pas cartésien, Descartes croyait en Dieu. Il faisait la dissociation entre l'âme et le corps. J'ai toujours été très impressionné par Descartes. Et justement, il part d'une pensée la plus simple, qui lui semble complètement irréfutable, pour l'élever à toutes les complexités. C'est le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Là, on est un peu dans la même posture, c'est-à-dire que toute ma vie, tout ce que j'écris, tous mes propos, il part d'une seule racine, d'un seul point, qui est « il n'y a pas de monde sans observateur ». Alors ça paraît tout simple à dire, mais de cela en découle tout un tas de choses complètement fascinantes, hein, comme le fait que l'on crée notre réalité par la pensée, finalement. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par ces petits passages-là que tu as mis au début du livre, parce que c'est ça qui est super intéressant. Et donc, un petit peu, on va balayer là pendant l'émission un petit peu les différentes étapes qui sont abordées dans le livre, que tu vas décrire très en profondeur dans le livre. C'est très très bien écrit. Voilà, donc tu parles d'alignement, de ses envies, de se tromper pour apprendre, etc. Les montagnes de raison. Moi, j'ai lu pas mal de choses à ce niveau-là. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on sent que l'envie, c'est ce qui nous met en vie finalement, ce qui nous garde en vie, ces envies. Parce que tu es en vie, en fait, tu vas les créer, tu vas... Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Parce que c'est vrai que l'alignement avec le moi, c'est là que tout commence finalement. Et oui, l'alignement avec le moi, c'est une quête qui peut durer des années, voire des vies. C'est-à-dire la quête de la recherche de soi, de l'alignement, c'est finalement découvrir qui on est, ce pourquoi on est fait, quelle est notre mission sur Terre. Et lorsqu'on le découvre, on se connecte à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et là, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses extraordinaires et que tout devient facile en réalité. Alors que quand on marche à contresens, quand on vit à travers des représentations de soi-même qui ne sont pas soi, on peut s'éconduire, on peut se perdre sur des routes qui ne sont pas la nôtre. Et donc, trouver l'alignement avec soi-même, c'est se trouver soi. Et alors, il y a des gens qui vont dire, ok, c'est bien, mais dis-nous comment tu vas faire. Dis-nous comment tu fais pour te trouver toi. Et moi, j'ai qu'une seule chose à dire. En fait, les choses sont très simples. Pour moi, tout est toujours très, très simple. De toute façon, je ne fais pas de discours compliqués. La seule chose à faire pour trouver cette voie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. J'ai un ami à moi, un très bon ami à moi, qui disait, mon grand-père disait toujours, dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est des paroles de vieux sages qui semblent toutes simples et les phrases les plus simples, et on y reviendra sûrement encore à l'émission si tu le veux. Bien sûr. Les concepts les plus simples cachent des vérités et des trésors absolument puissants, une puissance infinie. Cette simple phrase, dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire, ça semble simple à dire, mais en réalité, c'est pas simple du tout quand on regarde les gens. Ils font pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Souvent non. Parce qu'ils ont des croyances limitantes, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient des bons à rien, parce qu'ils ont peur aussi, ils ont peur d'avancer, de faire des choix audacieux, etc. Ils font pas ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est un gros problème dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en perte de sens, qui sont frustrés, qui ne sont pas heureux. Alors, ils rejettent la faute sur l'extérieur, sur le président de la République, etc. Mais en réalité, le problème, il vient à l'intérieur. Tu fais quoi, toi avec toi-même? Voilà, donc tu parlais de l'envie. Voilà, l'envie, moi, je parle souvent du cœur. Ça va ensemble. Le cœur, c'est un organe psychique dans la médecine chinoise. Le cœur, c'est celui qui est le cerveau des envies, qui dicte les envies. Et en réalité, il est le porte-parole de ce moi. S'il y a une entité au-dessus de nous, au-dessus de ce que l'on croit être,
qu'on doit rejoindre, son porte-parole, c'est le cœur. Ah. Et c'est lui qu'on écoute et qui nous dicte la bonne voie. Alors parfois, il est recouvert de tellement de couches, de choses toxiques, qu'on ne l'écoute plus. C'est un baromètre, mais qui parfois est étouffé, effectivement, sous des couches. Oui, c'est clair. Ok. Donc là, effectivement, c'est vraiment ça qui donne du sens à notre vie, finalement. C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est d'écouter son cœur. C'est de faire ce qu'on a envie de faire, c'est de se lever le matin en ayant des actions qui sont en accord avec nous-mêmes. Alors, je sais que ça peut paraître facile à dire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais il faut bien gagner sa vie, etc. » Alors, pour moi, ça n'a pas été facile toujours. Hein. J'ai fait des petits boulots. J'ai travaillé comme gardien de sécurité dans les parkings, dans les tours de la Défense. Je suis passé par là aussi. Bien sûr. Donc, je sais très bien ce que c'est que gagner sa vie. Moi aussi, je suis matériel et je fais mes courses comme tout le monde. Mais ça n'empêche pas d'avoir des rêves et d'essayer de les poursuivre. Tu parles de montagne de raison, oui. À un moment donné, là, quand justement tu parles de la recherche de ses envies, derrière tu parles de montagne de raison. C'est ça, finalement, que tu es en train de nous dire, la séquence dimension, ça, c'est que on nous demande de revenir à la raison, mais finalement, est-ce que la raison est vraiment la réalité qu'il nous faut ? Peut-être pas. Les montagnes de raison, ce sont ces gens que je n'aime pas et qui savent toujours pour toi ce qui est bon, ce qui est mieux de faire ou pas. Tu as un super projet, par exemple, moi je voulais être guitar héros quand j'avais 17 ans, génial. Mais quand j'en parlais à mes parents ou à des proches, etc., ils disaient non mais tu n'y arriveras jamais. Et puis de toute façon, regarde, t'es en terminale D, à l'époque c'était scientifique. Et tu vas gâcher ta vie. À moins d'être Jimi Hendrix ou d'être un génie, tu n'y arriveras jamais. Ils te mettent la barre en plus. Et donc, ça c'est la raison. La raison veut qu'effectivement, tu n'as pas de relation dans le show business. Donc tu n'es rien. Donc tu n'y arriveras pas. Oui, c'est vrai que... Donc en gros, tais-toi et va à la fac. Voilà. À un moment donné, les montagnes de raison... il faut savoir leur faire face. Alors moi j'ai dépassé ce stade depuis longtemps parce que maintenant il n'y a plus personne qui me donne des conseils parce qu'ils me connaissent. Hein. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai. Mais tu as dû y passer, quoi qu'il en soit. Tu as dû enlever ces couches de raison là, qu'on nous met, qui s'empilent finalement. Oui, ils sont très durs à vaincre. Bah oui. Parce que face à quelqu'un qui te remet dans le bon chemin, dans le droit chemin. Oui, ou qui t'a élevé, donc qui est quand même une entité des fois qui va quand même être... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Référente. Bah oui, donc aller à l'encontre, c'est toujours un petit pipi. Bon, c'est l'éducation. Puis ça peut continuer toute ta vie. Hein. Tu peux avoir des amis qui vont dire non mais t'es fou, ce projet va jamais marcher, mais c'est beaucoup trop risqué. Moi, je parle souvent, j'accompagne les porteurs de projets, les entrepreneurs, etc. Donc à mettre dans la matière pour le coup, et ça part d'une idée. Moi, je leur dis souvent, ne parlez pas de votre idée tout de suite. Parce que en fait, on va vous la casser en deux d'entrée de jeu, mais sans le vouloir. Hein. Les gens sont quand même bienveillants. À la base, c'est pas ce qu'ils veulent, mais vu que eux n'y croient pas pour eux, vu qu'ils se reportent sur eux-mêmes, ils se disent que la personne, c'est quand même compliqué qu'elle y arrive. Et puis si elle y arrive, eux, ils n'y seraient pas arrivés, donc quand même, je vais la prévenir. Mais en fait, ils essoufflent la flamme. En fait, ils soufflent dessus et ils l'éteignent sans faire exprès. C'est ça, les montagnes de raison, un peu. Sans faire exprès. Sans faire exprès avec leur croyance. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est peut-être arrivé à tout un chacun, d'être à un moment donné arrivé à la croisée des chemins et à avoir fait un choix, mais pas forcément le bon. C'est-à-dire, il n'y a pas de bon et mauvais choix, mais disons que le choix le plus confortable, l'autoroute de la sécurité. Et arrivé à un certain âge, si il y avait... un type comme moi ou quelqu'un comme toi qui arrivait à leur démontrer le contraire et qu'effectivement il aurait mieux fallu choisir le chemin de l'audace et du courage et de risquer tout, peut-être qu'ils prendraient une claque très violente, ça leur donnerait une image d'eux-mêmes de rater peut-être d'avoir échoué et ça les ferait souffrir. Donc ils préfèrent que tu leur ressembles, que tu marches sur la même voie qu'eux, comme ça les rassure. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis après, tu parles aussi de se tromper pour apprendre. Et là, tu viens de nous parler de ça. C'est que moi, j'estime qu'on ne rate rien. Finalement, la vie est expérience. On fait d'expérience, on vient s'aventurer dans ces incarnations, etc. Donc, à un moment donné, l'audace est quand même de mise.
basculer dans cette zone de risque, justement les bascules, les transformations intérieures, c'est ce dont on parle dans l'émission, ce qu'on va parler par rapport à ton livre, tu en parles très très bien dans le livre. Nous, c'est très français de dire qu'en fait, qu'il y a des échecs. En fait, les échecs ne sont pas des échecs. Il n'y a jamais d'échecs, finalement. Napoléon Hill disait que derrière chaque échec se cache une grande réussite. Ah oui. Oui, mais et nous qui avons cheminé, c'est ancré en nous maintenant, mais nos auditeurs, nos très chers auditeurs qui nous écoutent, il y en a qui se posent beaucoup de questions, qui sont beaucoup dans le doute, dans les craintes de faire ce pas, de rentrer dans cette zone de risque dont tu parlais tout à l'heure, etc. Je pense qu'il faut réellement, ce que tu dis, se tromper pour apprendre, ouais, effectivement, parce qu'en fait, c'est le chemin, finalement, c'est ça, non ? Bah oui, c'est ça, en fait, le chemin vers la découverte de soi n'est pas une ligne droite. Hein. C'est une courbe avec des points comme ça, avec différents segments de droite, où on arrive à un point, et là, on se dit, bah non, c'est pas vraiment ça, exactement ça que je voulais faire, ou alors je me suis planté. Mais l'échec, il n'est pas fait pour nous faire souffrir, il est fait pour nous réaligner. On est bien d'accord. Donc l'alignement avec le moi dont on parlait tout à l'heure. Exactement. On est bien d'accord. Ok, donc de là, c'est vrai qu'on arrive quand même vers ces points de bascule, etc. Tu nous parles de la transformation intérieure dans le livre. Et puis, avec différentes valeurs, etc. Vous découvrirez ça dans le livre, on ne va pas tout dévoiler non plus. Mais tu nous parles de l'hydre de la peur. Moi, je me suis un petit peu, on va un petit peu parler de ça maintenant. C'est que l'hydre de la peur, en fait, c'est ces menaces. Tu expliques que menaces, c'est des tensions. Et en fait, plus la menace est forte, en fait, plus en fait, il y a un haut potentiel derrière, tu dis dans le livre. Moi, je suis très d'accord avec toi même. Et donc, tu parles d'acceptation à ce moment-là, etc. Donc, tu peux nous en dire plus sur ce point-là ? Parce que les peurs sont omniprésentes. La théorie du projecteur, si on reprend l'axiome de base, il n'y a pas de monde extérieur sans monde intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur vient de l'intérieur. Donc, la peur n'existe pas en réalité. La peur est un phénomène intérieur qui vient de l'intérieur et qui s'incarne, qui s'instancie à l'extérieur, selon une forme ou une autre, selon une situation, une personne. Par exemple, je reçois une lettre de l'URSSAF qui me réclame 30 000 € dans la boîte aux lettres. Tout d'un coup, j'ai une maladie, j'ai peur de mourir, etc. Tout ça ne sont que des situations qui ne font qu'incarner un état psychique intérieur. Voilà. La bête, c'est pour ça que j'appelle l'hydre, c'est qu'elle a plusieurs têtes. Vaincre la bête, tu dis. Oui. Si tu coupes une tête, de toute façon, si tu continues à être anxieux, à avoir ce liquide d'anxiété à l'intérieur, il en repoussera une autre, sous une autre forme. Tu peux supprimer une forme, c'est comme les arbres, les feuilles repoussent toujours. Oui. T'as beau couper, ça repousse, effectivement. C'est infini. Donc, c'est sûr que c'est à l'intérieur qu'il va falloir opérer une transformation. La transformation intérieure dont tu parles, c'est ça. C'est qu'à l'intérieur, il y a des choses à aller bouger. Et là, tu nous parles de l'ultime vérité. Alors, je voulais juste... oui, bien sûr, vas-y. Si ça ne te dérange pas, juste par rapport à la peur... terminé par tu as parlé de potentiel tout à l'heure. C'était intéressant. J'ai vraiment pris un morceau du livre là. Tu dis plus la menace est forte, plus elle a un haut potentiel. Et tu nous fais un comparatif avec l'acceptation. Avec l'électricité, en fait, avec le potentiel électrique. Alors voilà, ça je te laisse en parler. En fait, voilà, la différence de potentiel, elle vient la différence de potentiel entre la menace que la peur nous tend et le potentiel que l'on a à l'accepter. C'est-à-dire que plus je me rends capable d'accepter la menace que me tend cette peur, plus elle s'annihile, puisque la différence de tension diminue. C'est comme l'électricité. Alors, explique-nous l'électricité. Tout le monde n'est pas... on a un circuit électrique, on a un point A, un point B. Parce que tu l'as bien expliqué dans les mois, je ne suis pas calée là-dessus. Non, moi non plus, je ne suis pas un physicien, mais oui, mais c'était un bon exemple. Truc de base, tu as un circuit électrique, tu as un point A, un point B, et on mesure la tension entre le point A et le point B. Et en fait, la tension, elle vient de la différence de potentiel électrique entre le point A et le point B. Autrement dit, s'il y a plus d'électrons au point A qu'au point B, ça va générer un mouvement d'électrons vers l'endroit où le potentiel est moins fort. Okay. Voilà. Donc,
c'est exactement la même chose pour la peur. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel que tu as à accepter, il y a le potentiel de menace en face. Donc si les deux potentiels sont égaux, la tension s'annule. Donc la peur disparaît immédiatement. Voilà. C'est absolument radical. Logique. Je l'ai expérimenté, je peux te dire, sur de bon nombre de sujets, et dont moi-même. Je peux te donner un exemple facile. Admettons par exemple que ton compagnon sorte à une soirée, et puis tout d'un coup, le temps passe, il est 2h, 3h du matin, tu n'as aucun message, pas de nouvelles, et tu commences un petit peu à flipper, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui... Alors, et tu sens la peur qui monte à ce moment-là. Donc à ce moment-là, première étape, on va faire une traduction de cette peur, et dire, ok, de quoi j'ai peur en réalité ? On ne peut pas guérir d'un mal si on ne l'a pas identifié. Voilà, c'est ça que j'ai aimé dans le livre, c'est que tu analyses, tu vas vraiment en profondeur sur l'analyse. Donc vas-y. Alors là, c'est tout simple. De quoi j'ai peur en réalité ? Donc qu'il me quitte ou qu'il me trompe. Au bout du bout, oui. Au bout du bout. Allons jusqu'au bout. C'est ça le truc. Il faut aller au bout du bout. Et donc, allons jusqu'au bout. Donc admettons qu'il me quitte. Admettons qu'il me quitte, qu'il m'abandonne. Voilà. Parce que la peur de l'abandon, c'est une chose qui est présente chez beaucoup de personnes. Oui. Admettons qu'il m'abandonne, suis-je capable de l'accepter ? Donc il va falloir faire un travail pour dire, admettons que ça arrive, alors que je lui ai rien fait, que j'ai toujours été fidèle et que je suis une bonne personne et que j'ai pas mérité ça. Si vraiment il fait ça, j'ai rien perdu alors. Non. Si tu arrives à ce niveau-là, accepter complètement, avec complètement l'acceptation, tu vas te rendre compte que la tension à l'intérieur de toi, elle s'en va d'un seul coup. C'est vrai ce que tu dis, c'est exactement ça. Et dans toutes les situations, ça marche. Mais il faut se pencher quand même quelques minutes dessus quand même, hein, parce que c'est vrai que ça va vite dans notre cerveau, on a un système émotionnel, etc. C'est important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi à ce moment-là, tu es d'accord ? Parce que pour aller chercher le bout du bout, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas rentré, donc il va me quitter, tu vois, tac, tac. C'est le admettons. On est bien d'accord. Tu te rappelles comme dans le sketch de billard avec la chaussure, admettons. Jusque-là, j'ai pas eu de peau quand même. Voilà. Mais le biologiste, on m'a trouvé une boule au sein, c'est parti en examen, là, quand ça commence à monter, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir, parce que j'ai un cancer. Ouais. Eh bien, admettons. Voilà. Ok. Ok, admettons, je vais peut-être mourir. Avoir un cancer. Bon, si t'arrives. Moi, je l'ai vécu exactement ce que tu viens de dire. Donc, tu vois, c'est marrant. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai vécu. Écoute, tu vois, donc, le hasard fait bien les choses. Voilà. Donc, je peux vraiment te dire que ça se passe comme ça, effectivement. C'est à un moment donné, il faut que ça s'annule parce que sinon, t'empires en fait ce qu'il y a, en fait. Donc, en fait, quand au moment on te dit, on fait une biopsie, on ne sait pas si c'est cancéreux ou pas. C'est sûr que moi, à un moment donné, tu vas te dire, de toute façon, on va pas se dire que ça l'est. On va se dire, on va voir, admettons que ce soit un cancer, tu vois. Et après, tu vas faire en fonction, une fois que tu sais vraiment ce qu'il en est. Tu dis, si vraiment c'est le cas, je ferai ça, je ferai ça. Et puis si tu dois vraiment mourir maintenant, ça veut dire que c'était mon heure. À un moment donné. Et si tu arrives à accepter même la mort, c'est un des secrets du guerrier. Si tu arrives à l'accepter complètement, tu t'affranchis de tellement de peur. Et voilà, c'est un secret. Alors, ça ne veut pas dire que tu t'en sors, mais en tout cas, tu as un état d'esprit résilient qui permet de switcher. C'est ça, la résilience. C'est la résilience, que je connais bien. Bon, bref. Donc, vous avez compris l'hydre de la peur. Vous allez avoir énormément de détails. C'est très, très détaillé dans le livre. C'est très, très intéressant. Bien sûr, Daniel aborde la peur de l'abandon, la peur de perdre ce que l'on a. Et il nous dit que la bête ne meurt jamais tant que on tranche la tête de l'hydre là, et aussitôt d'autres repousseront. Mais après c'est à nous d'aller voir un petit peu ce qui se passe et d'opérer un petit peu. Au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Exactement, c'est une nouvelle habitude à prendre finalement. Ça devient un réflexe mental pratiquement d'annuler la différence de potentiel, et finalement après il n'y a plus rien. Et je pense que l'instant présent est très important dans ces moments-là. Rester dans l'instant présent aussi, parce que en fait, quand une peur arrive, souvent c'est qu'on est dans le passé ou le futur. Là, par exemple, il ne rentre pas, pam, on va se séparer. Mais enfin bon, on n'y est pas encore en fait. Là, actuellement, il n'est juste pas rentré, et on va regarder ce qui se passe. Donc déjà, on peut aussi se calmer, quoi. Non ?
Écoute, je ne sais pas si ça suffit en réalité. Très honnêtement, alors je connais les livres Le pouvoir de l'instant présent, ces trucs-là. Enfin, pour avoir vécu, pour avoir été anxieux, pour côtoyer des gens qui sont anxieux, qui sont bourrés de peur, etc., il suffit, encore une fois, je te le dis, de se projeter dans cette situation. De toute façon, on s'y projette inconsciemment. Se dire, on s'y projette. Admettons que ça arrive, et alors ? Et après ? Mais oui. Et après ? Oui. Et après, rien, en fait. Rien, et quand tu découvres qu'il n'y a rien, c'est comme le nuage à tête de dragon dans le ciel. Oui, mais je vois très bien. Ouais. Tu sens, toi, tu le Ah sens. oui, mais c'est instantané. C'est instantané. C'est fou, hein. C'est magique. C'est une des techniques. Alors, je fais des schémas, j'explique de façon simple. Oui, tu as fait plein de schémas. C'est rare parce que dans ce genre. Mais c'est bien. Non, mais ça permet d'avoir justement un autre angle de vue. Ça permet d'avoir ton angle de vue à toi, justement. Et c'est pour ça que je te reçois. Parce que c'est important d'avoir plusieurs angles pour voir un petit peu comment on peut dépasser tout ça dans sa vie. Alors, Daniel, écoute, après, tu parles de différentes choses, tu parles de l'ultimérité, les différences de perception, etc. La différence entre savoir et conscience, j'ai beaucoup aimé, mais je vous laisserai découvrir aussi, on ne va pas non plus tout dévoiler. Et puis, la transformation du projecteur avec la renaissance, et choses comme ça, qui a un avant et un après, en fait, tu nous expliques ça. C'est assez intéressant parce qu'en fait, je parle des gens qui ont tutoyé la mort. En fait, l'ultime vérité, c'est quelque chose de très très simple. C'est une vérité qui en contient deux, qui te dit d'une part, tu vas mourir. Ok. Donc ça, mauvaise nouvelle. Et la deuxième chose, c'est que ça peut arriver d'une seconde à l'autre. Oui. Alors, quand je le dis, ça paraît simple, mais il y a une différence entre le savoir et en prendre conscience. Et quand je te le dis, tu te dis, oui, mais je le sais bien. Et en prendre vraiment conscience, c'est-à-dire que ça soit inscrit dans tes gènes à tel point qu'à chaque fois que tu prends une décision, c'est par rapport à ça. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu tellement de situations avec des gens qui meurent de façon très brutale, ou des gens qui ne meurent pas alors qu'on croyait qu'ils allaient mourir parce qu'ils avaient une leucémie ou des choses comme ça. Et tu te rends compte que finalement, la mort n'est jamais où tu la crois, et parfois où tu la crois, elle n'est pas du tout. Donc là encore, on est dans l'axiome, hein. C'est hyper simple, mais la bonne nouvelle, maintenant que tu sais tout ça, c'est que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Exactement. Hein, puisque tu n'as rien à perdre. Exactement. Voilà. C'est ça qui est beau dans ton livre. Donc, c'est très, très intéressant. Je cite, tu dis « Cette modification de conscience entraîne une modification du projecteur, donc de leur réalité. » Dans les exemples que tu donnes, c'est très, très beau, donc je vous laisserai découvrir ça. Et donc là, on en revient à l'alignement avec le moi, et puis la conscience de l'ultime vérité, etc. Alors, dans mon émission, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime bien parler avec mes auditeurs de comment on réveille cette puissance intérieure. Donc, on en a déjà pas mal parlé. Comment, toi, tu as pu réveiller cette puissance intérieure en toi, justement, dans ton cheminement, dans ces différents réveils que tu as eus? C'était quoi comme ressenti? Souvent, c'est impalpable, c'est très compliqué à expliquer, mais bon, j'aime bien quand même demander pour montrer aux gens que chacun a son ressenti et qu'il est puissant, finalement. C'est notre puissance intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive un jour où il peut arriver à un moment donné où tu es tellement en alignement avec toi-même que tu sais que tout ce que tu fais va réussir. Être en alignement avec soi-même, mais c'est être aussi en alignement avec l'univers. Oui. Par exemple, quand je parle de cultiver les vertus, par exemple, il y a le don, la générosité, l'honnêteté. Quand tu agis dans cet axe-là, tu sais au fond de toi que c'est le bon axe. Tu sais que tu es en alignement avec l'univers. L'univers ne veut pas qu'on fasse de l'élevage intensif, qu'on tue des animaux comme dans l'abattoir de Sobéval où on tue 700 veaux à l'heure, etc. L'univers ne veut pas ça. Par contre, si tes actions vont dans son sens à lui, il veut quoi? Il veut qu'on respecte la nature, qu'on respecte les animaux, que les gens ils s'aiment les uns les autres. Alors, on peut revenir à la Bible, aux fondamentaux. Si tu es dans cet alignement-là, tu vas voir que la puissance de tout ce que tu entreprends est démultipliée. C'est ça. C'est exactement. Et l'univers met en place des situations de façon miraculeuse, des gens qui apparaissent pour obtenir ce que l'on souhaite, parce qu'on est dans l'alignement de cette chose-là.
dans l'alignement de soi, mais d'un soi beaucoup plus grand. En fait. Oui, parce que on est l'univers quand même, on est dedans, donc forcément, il y a tout qui se... Oui, très intéressant. Donc écoute, là, on parle un petit peu de cette puissance intérieure, etc. Tu nous parles du mental du guerrier, j'ai beaucoup aimé, donc bon, on va devoir... on en reparlera, vous verrez un petit peu dans le livre, mais finalement, moi j'ai envie de te demander l'intime conviction. Tu dis que c'est un état de conscience tout particulier. Tu donnes la définition des miracles. Moi j'ai envie de dire, ça pourrait être le mot de la fin. C'est quoi un miracle ? Un miracle, dans la définition des dictionnaires, c'est un événement, une chose qui se produit dans la réalité et qui demande une intervention divine pour qu'elle arrive. Si on part du principe que Dieu, c'est soi-même, c'est-à-dire qu'on est le Dieu créateur de son monde, ça ne demande que l'intervention du soi. C'est ça. En réalité. Alors les miracles, c'est pas, je vais pas marcher sur l'eau ou je vais pas sauver une voiture devant toi, etc. C'est pas ça. En fait, le miracle, il a besoin d'une porteuse, que j'appelle une porteuse matérielle, comme le son a besoin d'une porteuse. Comme un signal électrique. Le son, c'est pas de la magie, ça vient d'une modulation de fréquence d'un signal électrique. Les miracles dans la réalité, c'est la même chose. Ils arrivent. Tu rencontres une personne, tout d'un coup, qui est arrivée par une autre personne, ou tout d'un coup, ta voiture tombe en panne et quelqu'un vient te dépanner, mais justement, il se trouve que cette personne-là, elle connaît justement telle personne qui va te permettre... Et il se produit une série d'événements qui sont tout à fait rationnels. C'est-à-dire que n'importe quel sceptique pourrait dire « Oui, mais tu as reçu un chèque de 2 000 €, mais c'est normal, les impôts te faisaient de l'argent, etc. » Mais oui, il y a toujours, pour le sceptique, il y a toujours une explication rationnelle. Et quand il n'y en a pas, il dit que c'est la chance. C'est ça. Voilà. Et donc les miracles se produisent comme ça, par une chaîne d'événements portés par quelque chose qui semble rationnel, mais qui est quand même miraculeux. Parce qu'il se passe des situations, moi j'ai vécu des synchronicités. C'est des synchronicités finalement. Les synchronicités amènent au miracle ou... Ces coïncidences qui n'en sont pas. Les synchronicités sont des petits miracles. Ça va avec, c'est des petits miracles. Voilà, c'est quoi pour toi ? C'est intéressant parce que j'ai fait des émissions sur les synchronicités, sur les coïncidences, etc. Donc c'est intéressant d'en parler, justement, de rebondir un petit peu. Comment toi, tu vois ça par rapport au miracle ? Et par exemple, je peux te donner un exemple. J'ai rencontré le réalisateur avec qui je travaille pour mes vidéos, qui s'appelle David Fressino, on était sur le quai d'une gare et lui, il a pris son train au dernier moment parce que sa voiture était en panne. Moi, j'avais réservé mon billet 3 semaines à l'avance. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Parce qu'on avait un ami commun, mais je l'ai reconnu. Je dis, qu'est-ce que tu fais là ? Et il m'a dit, je prends ce train-là. Je vais pas, mais je vais. Je dis, mais il était dans cette voiture aussi ? Et il fait oui. Et là, on sort nos 2 téléphones, ils appellent l'application SNCF, on a les 2 places côte à côte. Excellent. Fallait que vous parliez là. Et le pire, c'est que comme il fréquente que des gens comme Philippe Guillemant, tous ces gens, ou des gens plus ou moins perchés, comme on dit, il a même pas trouvé ça dingue, quoi. Non. Il m'a dit, c'est qu'on a des choses à se dire. Exactement. Et on a parlé, et là, après, c'est ouvert. Voilà, un nouveau canal de... Voilà. Donc c'est ça les miracles, c'est pas non plus ce qu'on croit encore une fois dans nos croyances limitantes, le mot miracle comme tu dis, qui est juste un truc très intéressant. Alors on va parler un petit peu de ton actualité, puis on terminera là-dessus, Daniel. Donc bien entendu, je vais vous mettre le lien pour commander le livre. Je vous le remontre pour ceux qui regardent la vidéo. Le livre de Daniel, Le pouvoir de l'intime conviction, la théorie du projecteur de Daniel Tal. Donc vous pourrez le commander directement en cliquant sur le lien. Puis en avril, il va y avoir des masterclass en vidéo que tu vas lancer sur un site qui s'appellera icoaches.com. Pareil, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, le livre... en fait, je recrute, entre guillemets, des gens qui sont auteurs de livres et qui sont porteurs de messages forts, qui agissent dans le domaine du développement personnel. Mais quand j'entends développement personnel, c'est pas la loi d'attraction pour l'argent ou des choses comme ça. Il y a un côté éthique qui est assez fort. Tous les gens qui parlent d'alignement ou d'autres thématiques comme la protection animale, etc. Mm-hmm.
et la communication animale, par exemple. Et donc, on tourne des masterclass, donc en module de 20 minutes. Donc, ça fait des vidéos qui durent à peu près 3 heures. Et masterclass, donc, ça veut dire que c'est un cours aussi. Voilà, vous amenez vraiment un vrai enseignement, donc en ligne, en vidéo. Voilà, donc je suis en train de... Il y a plusieurs personnalités qui sont très intéressantes dans ce petit milieu de la spiritualité qui sont en train de se mobiliser pour tourner des vidéos. Et on va les mettre en ligne. Et donc, il y aura plein de contenus qui sont pour moi, qui sont intéressants. Bon, c'est super ça. Alors, vous pouvez retrouver Daniel sur son site, danieltal.com, sur sa chaîne YouTube. Il fait beaucoup de vidéos, etc. Donc, c'est très intéressant de découvrir son univers, vous irez voir. Pour ceux qui le connaissent déjà, il avait aussi sorti son roman, L'homme à la tête de chat, donc qui est best-seller. Donc, vous pouvez aller découvrir également cet ouvrage. Écoute, Daniel, moi, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Moi, j'ai envie de te remercier, encore une fois, d'être venu nous parler de tous ces bienfaits que tu nous exposes dans ton livre. Et puis, je finirai par une petite phrase que tu mets en conclusion, que j'ai bien aimée. L'existence est donc un état tout à fait relatif au fait que l'on perçoit l'objet de celle-ci. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, vous pourrez méditer là-dessus, et puis aller voir aussi comment on peut passer du rêve à la réalité finalement. Voilà. Donc merci beaucoup Daniel. Merci Valérie, gratitude comme on dit. Grande gratitude, profonde gratitude, et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.